Voilà, les animaux sauvages de nos jardins et de nos cultures ne sont donc plus des ennemis de nos cultures. Et puis on vous rappelle simplement ce que j'ai dit avant le documentaire, que pour ses besoins de tournage, aucun animal n'a été mis en danger ni maltraité. Alain Baraton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jardinier en chef du domaine national du Trianon et du Grand Parc du Château de Versailles, chroniqueur sur France Inter, sur France 5. Alors il faut savoir que depuis 2000, pesticides et engrais chimiques ont été bannis des jardins et du potager du château. Est-ce que c'était une évidence ? Ça ne l'était pas à l'époque, mais en 2000, il y a eu la tempête le 26 décembre 1999. Pour être précis, j'ai le souvenir d'une matinée incroyable. Je suis dans le parc avec le président de l'époque, Hubert Astier, et le parc est mort. Des arbres sont tombés par milliers, 18 500. Il n'y a pas un oiseau qui vole, il y a un silence de mort. Et l'on voit arriver une gigantesque turbine qui vient démoustiquer. Le peu de vie qui restait après le passage de la tempête allait à nouveau être tué. Nous nous sommes regardés et on a trouvé la situation grotesque. Nous avons décidé, depuis donc le 26 décembre 1999, de ne plus mettre une goutte de produits toxiques dans les jardins de Versailles. Que se passe-t-il aujourd'hui? Les hirondelles reviennent, les insectes et les moustiques sont revenus, mais nous ne sommes pas davantage piqués qu'autrefois. Et nous sommes capables de produire, et les photos d'ailleurs le prouvent, des fleurs, des arbres, des légumes. Nous avons créé un potager, comme quoi finalement, pendant presque 50 ans, nous avons pollué le domaine de Versailles pour rien. Et quand vous avez pris cette décision, on mesure très bien effectivement l'effet dramatique de cette tempête, mais ça vous paraissait faisable ou pas, ou c'était un défi complet? Ça l'était, mais l'on nous répétait sans cesse que jamais nous ne pourrions produire d'une manière satisfaisante, que nos produits allaient bien entendu être victimes des champignons, des virus, des bactéries, que les escargots allaient s'en donner à cœur joie. Nos fournisseurs, eux aussi, étaient à la peine, nous étions de bons clients. Je me rappelle en particulier les catalogues qui m'étaient souvent proposés, car à partir d'une certaine somme, nous pouvions choisir éventuellement entre le magnétoscope ou le voyage. Nous ne tombions pas dans le piège, mais cela existait. Il y avait des propositions, mais cela paraissait complètement utopique. Mais il est vrai que quand on regarde bien la situation, même telle qu'elle était, ça devenait absurde. Pourquoi désherber chimiquement alors que les alternatives existaient déjà? On est en 2000 et aujourd'hui je constate que nous sommes maintenant précurseurs en la matière. J'en suis d'ailleurs très heureux et nous avons bien fait, d'adopter cette mesure parce que c'était l'évidence même. Vous savez, Versailles, c'est un lieu qui se doit d'être modèle. C'est un lieu qui reçoit 7 millions de visiteurs par an, mais c'est aussi un lieu qui est situé à 15-20 km de Paris. C'est presque devenu un réservoir de biodiversité. Et c'est vrai que c'est agréable de constater que nous participons, j'allais dire, à un petit retour de la nature, non loin de Paris. Mais juste, vous parliez par exemple des escargots. Ils sont toujours là? Les escargots sont toujours là, mais en quoi les escargots dérangent-ils? Je ne sais pas, je vous pose la question. Eh bien, je vais vous répondre concrètement. Quand nous plantions des massifs de fleurs, avec entre autres les œillets d'Inde, les escargots nous attendaient. Ils étaient là, ils espéraient leurs œillets d'Inde. Et il est vrai que les dégâts sur les œillets d'Inde étaient considérables. Bon, on a remplacé les œillets d'Inde en mettant d'autres plantes. Donc, évitons tout simplement de mettre des végétaux qu'ils soient tentants, changeons-les, et vous verrez que tout se passe très, très, très bien. Et pour vous, c'est clair, les pesticides, les herbicides, le glyphosate, tout ça, c'est du poison? Je suis à Versailles depuis 1976, donc cela fait 42 ans. Si vous saviez le nombre des anciens, comme on dit, qui sont morts d'un cancer, il y a quand même de quoi être terrorisé. Je fais le plus beau métier du monde, et un métier où moi et tous mes collègues devrions être en très bonne santé. C'est loin d'être le cas, les jardiniers sont souvent souffreteux. Donc je pense qu'effectivement c'était une très bonne mesure. Et puis soyons raisonnables. Croyez-vous vraiment qu'un jardinier ait choisi ce métier pour un matin se déguiser en astronaute avec des gants, un masque à gaz, une combinaison, des bottes, des lunettes de protection? Ça n'a pas de sens. Le jardinier est une sentinelle de l'environnement. Il doit être en contact avec la nature et arrêter de traiter pour ne pas polluer l'environnement et se polluer lui-même. Vous avez été, c'est vrai, novateur, mais là, à partir du 1er janvier prochain, il va être interdit pour les particuliers d'utiliser des pesticides dans les jardins, les balcons et les terrasses. C'est un bon début pour vous ? Enfin, il était temps. Il était temps. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Qu'un professionnel, qu'un agriculteur, qu'un paysagiste ait besoin de traiter, on peut le comprendre, car il y a d'ailleurs une économie, il y a des familles qui en vivent. Mais franchement, pour avoir de beaux rosiers, est-il nécessaire de tuer les pucerons? Pour avoir des fruits qui ont une apparence incroyablement belle, est-il nécessaire de polluer son environnement et celui du voisin? Eh bien, vous verrez que dans quelques années, tous les Français, tous sans exception, se féliciteront de ne plus avoir de problème, car s'ils respectent les règles de jardinage.
respecte les besoins du végétal, les distances de plantation, l'exposition de la plante, comme la tomate. Si on plante la tomate correctement, eh bien vous verrez qu'il ne sera plus besoin nécessaire de bombarder le sol de bouillie bordelaise, voilà, et qu'on sera capable, même en ce moment, même en octobre, novembre ou décembre, de continuer à récolter les tomates. Ça s'apprend tout ça, c'est sûr. En septembre dernier, le journaliste de Charlie Hebdo, Fabrice Nicolino, soutenu par des activistes, des anonymes par centaines, lançait un manifeste « Nous voulons des coquelicots ». C'était un appel à l'interdiction immédiate de tous les pesticides de synthèse. Il y a 300 000 signatures qui ont été récoltées, dont la vôtre. Oui. C'est un vrai mouvement citoyen ? Nous voulons des coquelicots. Cela montre que nous avons envie d'avoir aujourd'hui une nature qui soit durable. C'est Saint-Exupéry qui disait, je crois, on n'hérite pas de la terre de ses parents, on l'emprunte à ses enfants. Cela résume tout. Tu sais, quand je suis arrivé à Versailles, on me disait que mon métier consistait, après avoir hérité de ce domaine, de le transmettre aux générations futures en parfait état. Eh bien, vous aviez 20 ans à l'époque, hein ? J'avais 20 ans, oui. J'étais jeune et encore... Non, c'est pas ça, je veux dire, mais vous aviez compris ça quand même très jeune. Oui, mais c'était il y a 40 ans. Hein. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, notre rôle à tous est, après avoir hérité justement de la terre de nos parents, de la transmettre dans un parfait état. Pierre de Boissieu, bonsoir. Bonsoir. On est tout à fait heureux de vous recevoir. On avait fait votre connaissance l'an dernier dans le documentaire de Marie-France Barrier, Le champ des possibles. Vous veniez d'effectuer avec votre famille un changement tout à fait radical, changement de vie, puisque vous étiez pilote de ligne. On va voir que vous travaillez encore un petit peu. Vous vous reconvertissiez dans l'agroécologie pour construire votre ferme. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Aujourd'hui, nous progressons vers nous installer dans la maison que nous avons autoconstruite. La ferme. La ferme, voilà. Le timing que j'avais prévu n'a pas été très très bon au départ. Pourquoi ? Parce que j'espérais m'installer l'année dernière à Noël pour cette année pouvoir cultiver nos légumes et ça a pris beaucoup plus de temps d'autoconstruire entièrement notre maison passive en bois. Donc aujourd'hui, l'objectif... Vous étiez surestimé ? Et voilà, exactement. Exactement. Et puis l'envie d'y aller, l'envie d'y être, l'envie de fait qu'on allait faire des grosses journées, qu'on a quand même fait. Mais donc l'idée maintenant, c'est qu'on s'installe dans la maison aux vacances de Noël cette année. Oui. La serre qu'on voit sans doute aux photos a commencé à être installée. On commence tout doucement. Serre de 200 mètres carrés, c'est ça ? Serre de 200 mètres carrés qui servira dans un premier temps à nourrir la famille et puis après à commencer à démarrer les surplus. Donc ça, je commence tout doucement à faire les cultures pour la saison qui arrive. Donc, voilà, vous avez quand même dû recommencer un tout petit peu votre travail dans l'aviation ? Exactement, du fait que mon timing n'était pas très bon et qu'il y a encore des besoins en aviation à l'heure actuelle, je retravaille en freelance dans la société où je travaillais avant, ce qui me permet d'essayer de faire que la transition soit un peu plus douce plutôt qu'abrupte. Donc si vous installez dans votre ferme, mettons à Noël, après ces plantations, c'est quoi ? Absolument, il y aura 2 phases. Il y aura de lancer les cultures, pour devenir autonome, que la famille puisse se nourrir de notre potager aux vacances d'été. L'objectif à long terme, ce sera de vivre de nos légumes. Donc on veut créer une AMAP et sans doute faire un petit peu les marchés locaux pour vendre des légumes. J'ai une passion pour tout ce qui est transmission. Je voudrais donc proposer des formations de jardinage aux gens, aux citadins ou aux gens qui voudraient venir découvrir les méthodes, je ne voudrais pas dire les plus en pointe, mais un petit peu dans le prolongement de ce que disait Alain Barinton tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait que le bio, ça marche. On sait que faire sans pesticides, ça marche. Mais il y a aussi des gens qui reprennent les techniques qui étaient connues au 19e siècle et les remettre au goût du jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement on peut faire du bio, mais lorsqu'on voit, par exemple, qu'on a une attaque du puceron, il faut essayer de réfléchir un peu plus largement. Et on peut peut-être se dire que s'il y a des pucerons, c'est parce qu'il y a un déséquilibre dans la nature. Il faut aller de l'avant, il faut innover et transmettre toutes ces innovations aux gens qui seraient curieux de ces choses-là. C'est quelque chose qui vous a inspiré éventuellement les cultures de l'époque ? Vous êtes renseigné un petit peu ? Bien sûr. Jean-Baptiste de la Quintinie, le créateur du potager du roi, est l'homme qui a par exemple magnifié la taille fruitière. C'est lui qui a eu l'idée de palisser les végétaux pour que l'arbre ne fasse plus que 10-15 mètres de hauteur, mais soit à une hauteur raisonnable et éviter ainsi que le fruit, en tombant, ne s'explose sur la terre. Ce que je vous dis peut paraître simple. Aujourd'hui, les industriels penseraient à des produits pour nanifier le végétal plutôt que de le tailler. Je constate que sous la Quintinie, on cherche à améliorer le végétal en utilisant au mieux la main de l'homme. Aujourd'hui, on cherche à améliorer le végétal, ou paraît-il l'améliorer, en améliorant les produits qu'on va disperser dans la nature. Voilà, il y a 300 ans, c'est la tête qui réfléchit. Aujourd'hui, c'est la chimie. Toute la famille vous a suivi ? Absolument, toute la famille me suit et c'est ce qui fait que le projet est viable, c'est que c'était un projet familial. J'aurais pas pu me lancer tout seul. Votre femme, je comprends, si elle vous aime, je comprends. C'est bien. Les enfants, ils suivent aussi ?
Les enfants suivent aussi parce que ça fait 10 ans qu'ils savent que je dis qu'à l'époque où je volais, que je parcourais les Alpes de long en large, en travers, à longueur d'année, et que je voyais la taille, j'avais l'impression de voir la taille des glaciers tous les étés diminuer. Je leur raconte que tous les ans, j'avais affaire à des tempêtes de plus en plus fortes, et donc ils ont vécu avec ça et ils le voient bien, et donc ils avaient envie, comme on est proche de la nature, ils suivent naturellement dans cette voie. Et d'ailleurs, c'est votre fils, du coup, qui veut devenir charpentier, c'est ça? Exactement. Après... A suscité une vocation après cette autoconstruction? Exactement, tout à fait. Formidable, ça, quand même. Cet appel dont on a parlé, manifeste, nous voulons des coquelicots, vous en avez entendu parler? Vous Absolument. Un grand fan et un grand soutien de cette opération qui est magnifique. Valentin Morel, bonsoir. Bonsoir. On est extrêmement aussi heureux de vous voir. On avait découvert votre conversion dans le documentaire donc, de Marie-France Barrier. Aujourd'hui, vous êtes viticulteur dans l'exploitation familiale. Vous étiez cadre de l'administration publique à la préfecture de Lyon. Vous avez converti le vignoble de votre père donc, en bio. On va juste revoir votre témoignage à l'époque. Vos vignes cultivées en bio sont voisines de vignes traitées, elles, avec des pesticides. On regarde ça et on en parle tout de suite. Dis-moi, c'est quoi ton ressenti quand tu vois ton voisin là asperger Je ne vais pas dire que ça m'embête pas, ça m'embête. Ceci dit, je pense beaucoup à l'idée de preuve par l'exemple, c'est-à-dire qu'effectivement, des gens comme mon père, par exemple, ils avaient pas l'exemple sur en local, à Poligny, qu'il y avait en bio, finalement, c'était possible. Il y a une peur qui est légitime du bio, c'est plus risqué, c'est vrai. Donc moi, je comprends cette idée-là, mais une fois que les gens ont la preuve par l'exemple que ça marche, eh ben, ça déverrouille des blocages dans la tête. Et donc, je suis tout à fait optimiste pour l'avenir. En attendant, pour le moment, je maintiens. Je ne peux pas dire que ça ne me pose aucun problème. Mais je suis assez optimiste pour l'avenir. Vous êtes optimiste, mais est-ce que l'exemple a fini par payer? Est-ce que votre voisin s'est converti au bio? Oui, je suis toujours optimiste, effectivement. Et alors, la deuxième réponse est plutôt négative. Non, il ne s'est pas converti au bio. C'est pas non plus quelqu'un de complètement fermé. Il ne faut pas s'imaginer que les voisins sont totalement réfractaires, sectaires, enfermés en se disant que on est des éternels optimistes, optimistes ou utopistes, etc. Non, c'est quelqu'un comme tout le monde qui se pose des questions. Ce ne sont pas des gens fermés d'esprit et quand même ils s'interrogent. Ils voient bien qu'on est voisins, que ça fonctionne aussi, que les alternatives fonctionnent. Et puis qu'il y a des produits qui ne vont plus être disponibles. Ça, effectivement, c'est le bâton. Nous, on est un petit peu la carotte et puis il y a effectivement le bâton de la politique qui fera que effectivement, ces produits seront, je l'espère, le plus rapidement possible, ne seront plus disponibles. Et ce qui les oblige effectivement à se poser des questions, hein, ça c'est clair. Comment elle se porte l'exploitation aujourd'hui? Elle se porte bien. La transmission que l'on voyait dans le documentaire de Marie-France à l'époque touche plutôt à sa fin, puisque mon père est en train de quitter petit à petit l'exploitation. C'est une transmission qui s'est faite tout en douceur, qui était assez intelligente, je trouve, puisque mon père avait quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, donc il était ouvert à ces changements, et puis en même temps, il n'était vraiment pas réfractaire à ces idées-là, il était très ouvert, et puis il a su quand même apporter, tout de même, c'est bien d'apporter des idées nouvelles, mais il apportait quand même la sagesse, le savoir-faire acquis depuis de longues années, et donc il y avait vraiment les deux qui s'équilibraient sur une balance et qui étaient assez réussis quand même. La transmission en agriculture, c'est un sujet qui est très sensible, hein. Et là, le fait de passer la transmission plus un changement de mode de culture en même temps, c'est une double complexité. Et c'est vrai que chez nous, ça s'est fait assez habilement et assez correctement. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire de plus maintenant? Les projets, c'est quoi? Il y a des projets, mais le premier projet, c'est déjà de continuer ce que j'ai entamé, parce que c'est déjà notre vision de l'agriculture paysanne, c'est déjà un projet à part entière, c'est déjà un combat à part entière, j'allais dire. Donc déjà, continuer à faire ce que j'ai fait, c'est déjà beaucoup. Et non, il y a d'autres projets. Réfléchir encore, même en bio, hein, on continue à utiliser des produits pour traiter les maladies de la vigne, les champignons notamment, le mildiou et l'odio. Mais l'idée, c'est quand même de tout faire pour essayer de ne plus utiliser du tout de produits exogènes d'origine naturelle, hein, le cuivre et le soufre. Mais si on ne pouvait utiliser que des plantes, ce serait encore mieux. Et toute l'idée qu'on a en ce moment, c'est de stimuler les défenses de la vigne pour essayer de diminuer justement ces produits exogènes d'origine extérieure, quoi. On parlait de transmission. À Versailles, il y a beaucoup d'écoles qui viennent, des jeunes qui viennent. Est-ce que c'est quelque chose dont on leur parle beaucoup, justement, de cette toxicité des pesticides, de la façon dont on peut cultiver autrement? Oui, je crois que c'est devenu incontestable. La jeunesse, celle d'aujourd'hui qui prend, qui s'investit dans le jardin, a conscience de la nécessité de produire proprement et de transmettre un jardin plus soigné. J'écoutais à l'instant avec beaucoup d'intérêt ce qui se disait. Versailles, par exemple, a créé il y a 3 ans un potager qui fournit Alain Ducasse. Ce potager n'utilise aucun produit qui ne soit pas naturel et même qui soit naturel. Aucune mixture, même d'origine végétale. On laisse la nature vraiment
prendre en charge sa propre production. Ce sont des jeunes qui nous ont donné envie de produire ainsi. Nous avons actuellement des équipes d'Italiens, des Belges, des Brésiliens qui viennent et qui sont intéressés par ce mode justement de production propre qui permet déjà de consommer sans aucun risque et puis en même temps de produire en toute sécurité parce que lorsque l'on parle de la culture avec produits, on oublie également les conditions de stockage, d'utilisation, la sécurité, la fabrication. Tout cela est très complexe. Mais il est vrai que Versailles est un moteur, je crois. La jeunesse d'aujourd'hui, les nouveaux qui viennent ont conscience de ce besoin, de cette obligation que nous avons de produire proprement. Mais je voudrais juste te rappeler, il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes persuadés, ou beaucoup de ceux qui nous regardent sont persuadés qu'on ne pourrait pas produire aujourd'hui pour l'humanité tout entière c'est un si nous argument n'avions pas souvent avancé. Alors déjà, des rapports internationaux prouvent le contraire, mais je rappelle simplement, et vous le savez, que je crois 30% de la nourriture produite est détruite avant même d'être consommée. Si on apprenait déjà à mieux consommer, nous pourrions déjà produire 30% de plus sans utiliser aucun produit en plus. C'est quelque chose vers lequel, effectivement, on va et qui est là poussé par la jeunesse. C'est votre impression aussi que c'est le mouvement, il pourra peut-être partir de la jeunesse? Je le vois à travers mes jeunes et à travers leurs amis qui viennent nous aider quand on a des gros travaux. Je pense que pour eux, c'est même pas une question, ça fait partie de leur culture. Ils sont dans cette mouvance qu'il y a un réel problème avec la biodiversité qui disparaît et qu'il n'y a pas d'alternative. Donc je pense que c'est vraiment ancré chez les jeunes. Vous aussi, vous êtes très jeune, mais c'est effectivement les jeunes parmi vos confrères qui sont en train de bouger? Moi, je suis vigneron, je vends également ma production. Ma clientèle est très majoritairement jeune et ils sont très soucieux de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils ingèrent. Et le vin naturel que je produis, c'est-à-dire sans aucun intrant également, ils en sont très friands parce que ils pensent effectivement à la conséquence de leurs actes, la consommation comme acte politique, ça c'est clair, mais également la consommation comme acte sanitaire, quoi. Donc effectivement, mais la jeunesse entre la clientèle de mon père et la mienne, c'est flagrant. Oui. Est-ce que la conclusion finalement de ces deux documentaires, c'est pas quand même que la nature est faite pour être écoutée et accompagnée, et pas dominée? C'est amusant que vous parliez d'écoute. J'étais en train d'y penser justement. J'ai un jeune garçon qui est en charge du domaine de Marie-Antoinette. Il s'appelle Yves Hanté. C'est un homme qui va jusqu'à proposer l'emploi de matériel non bruyant pour l'entretien du domaine. Il préconise le retour de la faux, donc l'abandon des produits chimiques pour entretenir, mais le retour également des engins non consommateurs d'énergie et sources de bruit. Donc effectivement, on a conscience aujourd'hui dans les jardins, et les jeunes ont conscience qu'il faut cesser de faire du bruit, de chahuter l'environnement et de produire proprement. Je crois que nous sommes bien partis. Enfin, à Versailles, c'est la voie que nous nous sommes fixés pour le XXIe siècle. Avec vous, en tout cas, ça me paraît bien parti. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'avoir participé à l'émission. Votre dernier livre, qui est extrêmement joli à la Baraton, qui est paru chez Grasset sous le titre « Le camélia de ma mère », c'est un véritable conte. C'est très, très joli. Et puis le manifeste dont on parlait de Fabrice Nicolino, qui se retrouve dans ce livre « Les liens qui libèrent », qui a été écrit avec François Veillerette. Nous voulons des coquelicots. Voilà. Évidemment, il sera possible de revoir les deux documentaires, Un jardin entre deux mondes et Le petit peuple des champs, et notre débat sur le site France TV. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur France 5 et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission du Monde en face. À la semaine prochaine. Bonsoir.